Issus des cultures linguistiques d'Afrique centrale, du Cameroun, du Québec et du Maghreb, 5 nouveaux mots font leur entrée dans le Petit Larousse, un dictionnaire de plus de 63 000 mots. Désormais, ce n'est plus une faute de français que d'employer le mot « bisser », verbe transitif qui veut dire danser pour la seconde fois. Faroter, verbe transitif qui signifie verser de l'argent à quelqu'un dans le but de le soudoyer. Youyouter, verbe intransitif qui signifie pousser des cris de joie. Infolettre, nom féminin qui veut dire aussi newsletter. VPS, sigle signifiant vélo à pneus, surdimensionné, c'est un vélo tout-terrain. Après Sanjay et Vegan en 2016, la francophonie continue de s'enrichir de mots dits populaires. Pour entrer dans le Petit Larousse, ces mots ont dû remplir 2 critères. Le premier est quantitatif, sa popularité doit être reflétée dans les médias. Deuxième critère, il est qualitatif, le thème doit coller à l'actualité. Abidjan, Plateau, cité administrative, Tourcé, il est 8 heures. Travailleurs et usagers attendent dans le rang leur tour de pouvoir embarquer dans le seul ascenseur encore opérationnel capable de les conduire au-delà du 15e étage, les 2 autres étant en panne. La longueur de l'attente alimente parfois des frustrations. C'est un désagrément parce que ça fait longtemps que ces ascenseurs sont en panne et nous, ça nous gêne beaucoup. On est obligé d'attendre. Souvent, on va en retard au bureau, mais on vient vite, mais à cause des ascenseurs, on est là. On n'arrive pas à aller rapidement chez le patron. Je travaille au rez-de-chaussée et mon patron se trouve au 4e. Donc avant d'aller prendre un document chez mon patron, je vais prendre d'abord l'escalier pour aller. Donc ça me fatigue. Quand vient enfin cet ascenseur, c'est souvent la bousculade. Les surcharges aussi, en violation des consignes de sécurité. Une alternative au rang et aux bousculades, les escaliers. Encore faut-il avoir du souffle. Mais de nombreux usagers n'ont pas toujours le choix. Ça épuise, puisque les ascenseurs ne sont pas fonctionnables. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les escaliers. Et puis nous sommes d'un tout administratif. On doit aller plus rapidement pour donner les bruits. On constate une certaine lenteur. Alors que vous savez, quand chacun sort matin, on est un peu pressé. Prendre les escaliers pour un numéro qui est aussi long, c'est vraiment du travail. Donc si on peut à court terme régler la solution des ascenseurs, ça va faire notre affaire. Usagers et agents de l'État en service à la cité administrative ont fini par s'habituer aux pannes intempestives d'ascenseurs et leurs conséquences fâcheuses sur la qualité du service. Le recrutement dérogatoire des personnes handicapées se poursuit. 158 personnes en situation de handicap vont intégrer la fonction publique. La nouvelle réjouit les organisations de personnes handicapées. C'est une satisfaction pour nous parce qu'on n'a pas pris la rue afin que le gouvernement ne prenne cette décision-là. Voilà pourquoi nous devions donc témoigner notre reconnaissance au chef de l'État après cette mesure qui démontre sa ferme volonté de construire une société inclusive. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire souhaite une augmentation de ce nombre. Bon, il va falloir que l'État revoie un peu le nombre de 158, voire 700 personnes. L'État peut recruter 700 personnes parce que l'information que nous recevons, c'est qu'en 2018, la fonction publique va recruter plus de 15 000 personnes. Et si nous-mêmes, simplement, nous allons sur la base même de 10%, ça fait 1500 personnes. Si on va sur la base de 15 000 personnes, plus de 15 000 personnes qui seront recrutées en 2018, on est à 0,9%. Je pense que c'est vrai, la volonté de recruter les personnes handicapées est vraiment à saluer. Et ça, nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire, mais le nombre de personnes doit vraiment être revu à la hausse. Les handicapés diplômés sans emploi sont donc pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. En 2015, 300 ont rejoint le rang des fonctionnaires. Ces 158 nouvelles recrues vont porter à 1095 le nombre de personnes handicapées recrutées à la fonction publique depuis 1998.
Dans ce collège de région parisienne, les couteaux ont remplacé les stylos le temps d'un après-midi. Ces élèves scolarisés en zone d'éducation prioritaire préparent un risotto sous la houlette d'un chef professionnel. L'objectif ? Apprendre à éviter la malbouffe et le gaspillage en donnant des techniques aux élèves pour devenir autonomes à la maison. Quand mes petits frères ils rentrent de l'école, c'est moi qui cuisine pour eux. Mais avant c'était presque tout le temps des pâtes, mais maintenant je peux faire de la salade ou des choses comme ça. Pour les desserts aussi, des salades de fruits. Et voilà, c'est pour ça que maintenant ils mangent mieux aussi mes frères et sœurs le midi. La chef Isabelle Thébault a ses combines pour sensibiliser sa jeune brigade. Moi j'ai des poules à la maison, donc je les prends en photo, je leur ramène des œufs de chez moi, je leur montre, ils ne savent pas la plupart du temps. C'est ça qui est important pour moi aussi. Pour beaucoup, ils ont tous l'impression que tout vient des magasins, mais non, ça vient de la terre tout ça. L'association La Tablée des Chefs rémunère les chefs cuisiniers qui animent ces ateliers. Elle est présente en France depuis 2015, mais elle a été créée au Canada il y a 15 ans déjà. Avec toujours la même philosophie au cœur du projet. Faire des choses ensemble, de partager. On peut aller plus vite, moins vite. On a tous un rythme différent. On vient de milieux différents, mais on peut tous aller quelque part. Un message positif pour des élèves souvent confrontés à des réalités compliquées. On est dans un quartier, ici à Bourgard et la Coudray, des familles qui ont des faibles revenus ou qui sont sur des RSA, etc. On a une grande partie de nos parents qui sont chômeurs. 4 collèges en zone prioritaire ont accueilli la tablée des chefs. Et près de 400 élèves ont bénéficié d'un vrai suivi de la part des cuisiniers qui animent 10 ateliers par an. Par solidarité en période de fête, les plats iront au Resto du Cœur. En réaction à l'assassinat d'un membre important du Parti démocratique du peuple afghanistan, intervenu 10 jours plus tôt, le 27 décembre 1979, les communistes pro-soviétiques franchissent la frontière afghane et s'emparent de Kaboul, la capitale. Mohamed Daoud Khan, cousin du dernier roi d'Afghanistan, est alors président de la République depuis son coup d'État de 17 juillet 1973. Il fut assassiné le 28 avril 1978 par la branche communiste soutenue par les soviétiques au sein du PDPA. Le secrétaire général du PDPA, Nour Mohammad Taraki, soutenu par les soviétiques qui se méfiaient de son rival plus radical, Amin, s'arroge tous les pouvoirs. Mais Hafizullah Amin le fera assassiner le 14 septembre 1979 pour prendre sa place. Des purges ont entraîné plusieurs dizaines de milliers de morts parmi les communistes du Parcham. Le contexte régional de 1979 est particulièrement inquiétant. Les soviétiques décident d'intervenir directement pour stopper Amin. La guerre civile entre communistes afghans de l'aile dure et le camp des plus modérés bat son plein. Le 27 décembre 1979, les troupes soviétiques entrent dans Kaboul où elles assassinent Amin, estimant qu'il n'était pas fiable. Babra Karmal, ancien bras droit de Mohammad Daoud Khan, contrôle désormais le pays. Les grandes villes et l'armée afghane étaient effectivement sous contrôle soviétique après 1979. Les moudjahidines du peuple s'opposent à l'occupation du pays par plus de 100 000 soldats soviétiques. La résistance afghane parvient à reconquérir environ 4/5 du territoire. La résistance populaire, par contre, fut soutenue par les pays ouvertement islamistes, Arabie Saoudite, Pakistan, et par les Américains et leurs alliés. Le 14 janvier 1980, l'intervention militaire est condamnée par l'ONU, la Roumanie et la plupart des pays musulmans. La plupart des pays occidentaux boycottent les Jeux olympiques qui se tiennent à Moscou du 19 juillet au 3 août 1980. Le 11 mars 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir. Il renforce sa présence en Afghanistan. Après quelques victoires militaires, le retrait des troupes soviétiques est annoncé le 20 juillet 1987.